Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette troisième rencontre quotidienne, un politicien à la fois. Vous le savez maintenant, nous recevons chaque jour un représentant des 5 partis politiques francophones siégeant dans les institutions parlementaires. Avec eux, nous abordons 4 thèmes. L'Europe sociale, l'éthique et la bioéthique, l'immigration et la coopération au développement, et enfin la place de la religion dans la société. Alors vous pouvez réagir bien sûr sur les réseaux sociaux via l'adresse débat@mcbf.be. Notre ami Thierry Grolich surveille pour nous. À mes côtés, Pascal André, notre journaliste, qui dans un instant nous dressera le portrait de notre invité du jour. Invité qui est aujourd'hui M. Didier Gossuin, député régional FDF et bourgmestre d'Oderghem. M. Gossuin, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être avant de commencer cette interview, nous avons appris hier le décès de M. Dehaene. Votre réaction peut-être? Le décès, c'est toujours une douleur, d'abord pour la famille et certainement pour tous ses proches. Mais bon, Dehaene était un homme politique d'une trempe certaine, voire d'une certaine trempe. Donc je n'étais pas nécessairement en accord avec toutes ses options politiques. Mais incontestablement, c'était un homme de caractère. Et c'est probablement ce qui manque parfois en politique. Très bien, merci. Commençons alors tout de suite par votre portrait express que Pascal André a dressé pour nous. Alors, Monsieur Gossuin, sur votre blog, vous écrivez n'avoir aucune prédestination pour la politique. Pourtant, votre engagement dans l'action publique fut précoce. Adolescent déjà, vous étiez impliqué dans une série de mouvements visant à améliorer la qualité de vie et des loisirs des jeunes d'Oderghem, votre commune. Lors des élections de 1976, vous franchissez un pas supplémentaire en acceptant de figurer à la dernière place de la liste du FDF. Une décision importante puisqu'elle vous mènera, un an plus tard, à occuper le poste d'échevin en charge de la jeunesse, de la culture et ensuite de l'urbanisme. Depuis ce premier mandat, vous n'avez jamais cessé d'exercer des responsabilités exécutives, tant à Oderghem qu'à Bruxelles, car cette ville, vous l'aimez et pour elle, vous êtes prêt à relever tous les défis, qu'il s'agisse de l'environnement, de la mobilité, de la culture, du tourisme, du logement ou du commerce extérieur. Nous n'allons évidemment pas passer en revue ici tous les mandats que vous avez remplis jusqu'à présent. Rappelons simplement que depuis 1999, vous êtes bourgmestre d'Oderghem, et depuis 2009, chef de groupe FDF au Parlement bruxellois. Bien, merci Pascal. Alors commençons donc avec notre premier sujet, l'Europe sociale. Si on peut dire que l'Europe monétaire et politique est une réussite, c'est loin d'être le cas pour l'Europe sociale qui semble bel et bien en panne. Les disparités intra-européennes créent une concurrence qui pénalise notamment les travailleurs belges. Et c'est sans doute particulièrement vrai en région bruxelloise où le nombre de travailleurs déplacés est très élevé. Quel regard portez-vous sur cette situation et surtout, quelles solutions devraient permettre de réduire les inégalités sociales? Le premier regard, c'est que pour moi et pour le FDF, cette Europe a grandi trop vite. On a d'abord privilégié les logiques de marché plutôt que la logique de créer un projet européen qui réunisse des gens autour précisément d'une politique sociale, mais aussi d'une politique fiscale commune, d'une politique budgétaire commune. C'est d'ailleurs du reste la fragilité de la crise que nous vivons plus particulièrement en Europe. Donc oui, une Europe sociale est indispensable si on veut éviter des situations de dumping. Aujourd'hui, il y a des sociétés belges qui deviennent slovaques pour bénéficier de traitements, de salaires, de coûts salariaux. De même, des compagnies d'aviation travaillent sous pavillon irlandais pour payer moins de cotisations sociales, pour avoir des salaires plus... C'est évidemment pas tenable, cette tension. Donc la priorité pour nous, c'est d'aller progressivement vers des politiques beaucoup plus intégrées. Paradoxe, il faut bien reconnaître qu'en Belgique, on fait exactement l'inverse, puisque la 6e réforme de l'État a décidé partiellement de scinder la sécurité sociale. Là où on voudrait plus d'intégration et plus d'harmonie, en Belgique, on est en train de faire le pas inverse. On divise, et demain, à partir de juillet d'ailleurs de cette année-ci, nous risquons d'avoir des allocations familiales différentes selon qu'on est en Flandre, en Wallonie ou à Bruxelles, ou en région germanophone. La Belgique, qui était en fait finalement pionnière sur le plan européen, devient au fil des années un contre-exemple. Mais je pense qu'en Belgique, nous faisons exactement le contraire de ce que nous voudrions faire en Europe. Et c'est le paradoxe, puisque nous avons la capitale de l'Europe. C'est évidemment parce que nous sommes prêts à céder aux tentations du repli sur soi, de l'égoïsme. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est l'incapacité pour des pays qui sont en pointe économiquement de pouvoir se solidariser. Or, vous ne pouvez pas construire une Europe si à un moment donné vous laissez des pays sur le bord du chemin. Et donc,
oui, on veut plus d'Europe, plus de politique fiscale, et qu'est-ce que nous allons faire ici en Belgique? Nous allons avoir des politiques sociales différenciées, des soins de première ligne qui vont différencier de région en région, l'accompagnement des personnes handicapées qui sera différent, l'hébergement des personnes âgées qui sera différent, les allocations familiales qui sera différent, et quelles sont les revendications? C'est d'aller encore plus loin dans la scission de la sécurité sociale. C'est évidemment un schéma auquel que nous rejetons et que nous combattons. Alors vous parliez il y a quelques instants de la crise économique. Alors dans le contexte difficile que nous traversons actuellement, avec des pertes d'emploi, des personnes fragilisées, une fracture sociale qui s'accroît, êtes-vous en faveur d'une aide accrue des pouvoirs publics en faveur des familles qui prennent soin à domicile des personnes âgées ou handicapées? Mais bien entendu, parce que l'institutionnalisation, c'est une forme d'échec. C'est que on renonce à ce que les premières chaînes de solidarité s'exercent. Je prends un cas tout à fait personnel. Mon épouse a été élevée notamment par une nounou, donc il n'y a aucun lien familial. On appelle ça nounou. C'était sa maman en quelque sorte. En fait, ça n'a jamais été concevable de ne pas l'accompagner. Elle a vécu jusqu'à 102 ans, alors que là, il n'y avait même aucun lien familial. Alors que dire lorsque, à un moment donné, des familles trouvent la solution de facilité, qui est de placer en maison de repos et d'éloigner en réalité la difficulté. Je crois que ça n'est pas un gain. Il faut reconnaître que les pays du Sud nous donnent un exemple à cet égard, où ils ont encore des liens familiaux qui se sont très distendus. Outre que moralement c'est indispensable, mais en plus économiquement, cette institutionnalisation coûte cher à la société. Alors au FDF, vous êtes sur le plan socio-économique partisan d'une troisième voie, à côté des pôles traditionnels du libéralisme et du socialisme, pôles qui, dites-vous, ont démontré leurs limites dans le contexte de la crise actuelle. Alors en quoi consiste brièvement cette troisième voie? Nous sommes libéraux, dans le sens que nous ne mettons pas en cause l'économie de marché, et nous pensons que l'entreprise personnelle, l'engagement personnel restent les moteurs de notre société. Mais nous ne sommes pas non plus pour fustiger les pouvoirs publics, les services publics, et considérer que l'État est un empêcheur de tourner en rond. Nous sommes donc sociaux parce que nous pensons qu'il faut aussi un rôle régulateur de l'État. On l'a vu avec les crises des banques. Alors pourquoi cette troisième voie? Parce que nous pensons aujourd'hui que un des mâles précisément en Europe, c'est ce choc idéologique qui oblige les deux camps, tant socialistes que libéraux, de faire de la surenchère. Alors qu'en réalité, le politique a des très faibles marges de manœuvre. Et donc il vaut mieux avoir un discours qui soit plus nuancé, plutôt que de présenter des pistes qui sont irréalisables, que ce soit par des réductions massives fiscalement, ou que ce soit par, je dirais, des coûts financiers supplémentaires que nous ne pouvons pas assumer pour accroître encore, je dirais, la protection sociale. Notre modèle social est en questionnement. Alors, ou bien on essaye de trouver les moyens de consolider, comme l'ont fait les pays scandinaves, ou bien on risque de basculer vers un modèle anglo-saxon, et cela n'est en tout cas pas mon choix. Hier, nous avons eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Alors Thierry, aujourd'hui, quelles sont les réactions de nos... Eh bien, nous avons un message via l'adresse débat@mcbf.be de Laurence qui nous dit « En Europe, il y a un regain de nationalisme, l'expression, dites-vous, d'une maladie européenne. Il est temps que les intellectuels et les démocrates se lèvent et crient une bonne fois pour toutes que ça suffit. Nous sommes un peuple riche, inventif, créateur, montrons-nous dignes, montrons-nous tolérants, acceptons les minorités. » Vous dites même que si la Flandre agissait ainsi, eh bien, elle serait une des régions, une des nations les plus respectables d'Europe. Vous faites les yeux doux à Barthes, là, ma parole. Non, parce que c'est ainsi. Vous savez, nous, au FDF, nous ne sommes pas contre la Flandre. Je dis que les Flamands ont réussi, par exemple, la réforme de l'enseignement, qui est nettement plus performante que l'enseignement francophone. Il y a des grandes réussites en Flandre. Il y a un milieu culturel qui est riche et puissant en Flandre. Mais c'est pas la Flandre que nous combattons, c'est le nationalisme. Il faut reconnaître que le FDF était le premier à dire le nationalisme et la NVA, c'est incompatible avec un État de droit, démocratique, basé sur la solidarité, basé sur des valeurs communes. Et cela se vérifie, que ce soit en Belgique, que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie, en Écosse. Il faut lutter contre le nationalisme parce que c'est le cancer de l'Europe. Je l'ai dit un jour, c'est le cancer de l'Europe, c'est ce qui nous a mené à 2 guerres. Alors, ne banalisons pas le nationalisme. Le nationalisme, c'est un grand danger. Et je pense que pour lutter contre le nationalisme, on doit accepter de pouvoir dire non
et ne pas entrer dans le jeu de nationalisme. La scission de la sécurité sociale qui a été engrangée dans le cadre de la 6e réforme de l'État, c'est une concession au nationalisme. C'est la raison pour laquelle nous, FDF, nous n'avons pas signé cette 6e réforme et nous sommes d'ailleurs le seul parti francophone à ne pas l'avoir signée. Très bien. Passons peut-être au deuxième thème, Pascal. Deuxième thème, donc, qui est l'immigration et la coopération au développement. Oui, ce sont deux problématiques étroitement liées, vous en conviendrez. Alors pourquoi diminuer l'aide au développement alors qu'elle pourrait servir à fournir de l'emploi dans des pays où les populations s'exilent avec l'espoir de trouver du travail chez nous ? C'est encore une fois un paradoxe. Et c'est le même paradoxe qu'on vit en Europe. L'Europe se construit dans une logique de marché, dans une logique de commerce. Et on fait de même avec les êtres humains. En réalité, soit pour aller chercher des main-d'œuvre à bon marché, on est toujours dans cette logique des années 60 où, il faut le reconnaître, la Belgique a organisé une immigration vers la Belgique pour subvenir aux derniers instants de nos mines, notamment. Et cette logique, depuis 40 ans, on dit que c'est une impasse et qu'il vaudrait mieux aller dans les pays, apporter l'éducation, les soins sanitaires, apporter les infrastructures, aider ces pays-là à se redresser, aider ces pays à devenir autonomes et pas les obliger à l'exil économique. Et malgré que ça soit une évidence, depuis 40 ans, on continue à privilégier en réalité les transferts. Et même en Europe, cet élargissement à tout va de l'Europe, ça provoque quoi? C'est effectivement, on l'a dit tout à l'heure, du dumping social, c'est-à-dire tirer les petits salaires, souvent à la baisse, plutôt que d'encourager celles et ceux qui doivent souvent s'exiler à avoir chez eux les moyens de se développer. Mais pour que l'aide au développement soit vraiment efficace, quelle forme devrait-elle prendre d'après vous? Est-ce qu'elle ne devrait pas être mieux évaluée aussi? Mais moi, je pense qu'on ne redressera jamais un pays si on ne commence pas par les fondements. Et le fondement, c'est l'éducation. C'est l'éducation et l'encadrement sanitaire. Et parallèlement à ça, les infrastructures. Lorsque vous avez à la fois la capacité de qualifier des gens chez eux, que vous avez la capacité de leur donner une garantie de vie correcte, et qu'en plus il y a des infrastructures, les entreprises viendront naturellement, parce que, notamment en Afrique, on le voit, il y a des possibilités intenses en Afrique, mais il faut bien reconnaître que depuis la fin de la colonisation, en réalité, on a un regard davantage, je dirais, de richesse à aller chercher que de richesse à produire pour celles et ceux qui vivent là-bas. Et donc c'est notre démarche économique qui biaise évidemment nos rapports avec les pays du tiers-monde. Alors je reviens sur la question de l'immigration. Les FDF considèrent que l'immigration comme un facteur positif de développement de la société belge, à condition qu'elle réponde aux besoins de la population. Donc vous êtes favorable à une immigration choisie, et en restreignant encore un peu plus l'accès à notre territoire, est-ce qu'on ne risque pas de voir augmenter le nombre d'immigrés clandestins? Mais évidemment, il faut quand même à un moment donné dire, si à la fois on continue à poursuivre cette politique d'entrée massive, je ne sais pas, il n'y a pas d'entrée massive, de laxisme par rapport à la vision que nous devons avoir de l'immigration, on ne mettra jamais les moyens nécessaires pour aider ces populations à rester sur place. Donc, il faut mener les deux politiques de front, évidemment. Il ne faut pas arrêter les frontières et ne rien faire dans ces pays, parce qu'à ce moment-là, effectivement, on crée les tensions que l'on connaît. Donc, oui, on doit réfléchir, mais ce sont des politiques à long terme. Faire croire que si on arrive au pouvoir, comme le font certains partis populistes, que du jour au lendemain, on va changer les choses, ça, c'est de la démagogie. C'est un processus à long terme. On a raté beaucoup de trains. Il faut donc réorienter nos politiques de coopération. Là où on voit d'où viennent les flux, on doit probablement concentrer nos moyens vers ces villages, vers ces pays, vers ces régions, pour argumenter et aider ces populations à rester chez elles plutôt que de venir chez nous. On doit sans doute avoir des partenariats pour que les élites puissent venir faire des études chez nous, mais à condition que, bien entendu, ils apportent leur savoir et leur technique à leurs compatriotes. Oui, vous vivez à Bruxelles, évidemment, donc il y a de grosses communautés qui se trouvent à Bruxelles, et on voit que ça crée souvent de grosses tensions, des tensions sociales, des tensions financières aussi, bien entendu. Qu'est-ce que vous préconisez là pour une meilleure harmonie à Bruxelles ? Vous savez, le grand problème de l'immigration à Bruxelles, c'est qu'en réalité, on n'a pas pris la mesure de ce qu'il fallait faire pour accompagner ces populations. Le problème de Bruxelles, c'est qu'on a un chômage massif des jeunes d'origine étrangère qui sont belges.
depuis la loi du père Wathelet, ils sont automatiquement belges. Donc ils sont belges, ils sont là, mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que les taux de chômage, en moyenne à Bruxelles des jeunes, c'est 29%, mais dans ma commune, c'est 11%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Molenbeek, à Saint-Josse, c'est 50, 60%. Et dans certains quartiers de ces communes, c'est encore davantage. Le chômage, l'échec, le rejet de la société, c'est la règle. Alors évidemment que ça ne crée pas de la cohésion sociale, voilà. Évidemment que ça attise les extrémismes, que ça attise les endoctrinements. Qu'est-ce qu'il faut donner à ces jeunes? Il faut leur donner la qualification et les moyens d'être autonomes. Or, on sait que il y a une grande faiblesse dans notre enseignement francophone, c'est l'enseignement qualifiant, professionnel et technique, où 66% des jeunes qui s'inscrivent dans ces filières ne vont pas jusqu'au bout de leurs études. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de qualification, ils n'ont pas de métier. Et il faut voir dire aux jeunes qu'un jeune qui n'a pas de qualification, c'est un jeune qui restera longtemps, voire toujours peut-être au chômage, parce qu'il faut des qualifications. Or, il nous manque des clarkistes, il nous manque des panoteurs, il nous manque des bouchers, il nous manque des électriciens, il nous manque des chauffeurs poids lourds. Et donc le paradoxe, c'est qu'il y a des métiers en pénurie et nous sommes incapables de motiver des jeunes, d'orienter les jeunes et de donner des formations adéquates. C'est l'enseignement professionnel et qualifiant qu'il faut revoir. Bien. Thierry, quelques échos peut-être des réseaux? Oui, monsieur Gozouin, vous avez fortement critiqué une actualité sur laquelle nous avons régulièrement apporté notre regard chrétien. Il s'agit de l'expulsion des Afghans de l'ancien couvent du Jésus à Bruxelles. Vous voyez là l'échec de la politique sociale. Et Roby, qui est apparemment informaticien de formation, vous cite « L'intervention policière traduit là l'échec d'une politique sociale qui manifestement n'a pas été appréhendée. Votre remarque vise-t-elle une réalité régionale ou nationale ? Non, c'est une réalité régionale. Excusez-moi, fédérale, nationale, c'est de la compétence fédérale. L'Afghanistan est en guerre. Et d'ailleurs, nous sommes encore engagés militairement. Et donc, voilà bien l'exemple d'un non-accompagnement. Lorsqu'on a dans des zones de conflit, on doit se dire qu'il va y avoir des transferts de population. On doit donc pouvoir prévenir cela. Comme de même, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de Syriens qui sont en exode. On sait que tous les grands conflits créent évidemment des exodes de population, et quand on a ces populations, on est presque étonné de les voir arriver chez nous. Donc c'est un manque total de prévisibilité politique. Bien, mais je crois que l'heure tourne, il est déjà 11h17. Nous allons aborder notre troisième thème, donc le thème essentiel pour notre société, l'éthique et la bioéthique. Alors, on va peut-être aborder la question du mariage homosexuel. Donc la loi a été votée, mais ne trouvez-vous quand même pas que le mariage ne devrait être permis qu'entre un seul homme et une seule femme? Écoutez, le mariage comme on le connaît dans sa vision traditionnelle, oui, effectivement. Le problème, c'est qu'on joue sur des mots. Le FDF n'est pas hostile à ce que deux hommes, deux femmes vivent ensemble et concluent et se stabilisent par des contrats qu'on appelle aujourd'hui contrat de mariage. Donc je trouve qu'il y a un problème de mots et ces guerres de symboles sont, à mon sens, pas utiles pour la société. Je suis très prudent sous les thèmes éthiques. On l'a vu par exemple, le FDF a refusé d'entrer dans la logique de l'euthanasie pour mineurs handicapés. Pourquoi? D'abord parce que ce sont des sujets délicats et qu'il faut appréhender de manière, je dirais, complète. On ne peut pas faire ça et traiter ça comme sous le sabot d'un cheval, comme on l'a fait, à la va-vite. Ce sont des dossiers qui sont trop structurants ou déstructurants dans notre société pour que on en fasse des enjeux électoraux. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous gêne. Et enfin, ce qui nous gêne aussi, c'est qu'à un moment donné, souvent dans ces dispositions, on reporte la responsabilité sur d'autres, et notamment sur le corps médical. Et donc, je pense que la société aujourd'hui veut... C'est le syndrome que le politique n'a plus grand-chose à dire parfois, et donc il aborde des sujets qu'il est incapable émotionnellement, légistiquement de maîtriser. Et c'est sans doute une des causes, je dirais, de fractures que nous constatons dans notre société sur ces thèmes d'éthique. Il n'y a pas de consigne de vote au FDF sur les questions de bioéthique?
Il n'y a jamais eu, parce que nous pensons que ça fait partie de la vie privée, de la conscience du parlementaire. Je ne pourrais même pas imaginer qu'il puisse y avoir des consignes de vote. Autant pour définir une politique économique, ça ce sont des options générales. Ici, on prend des dispositions qui vont concerner chacune des personnes individuellement. Comment voulez-vous qu'un parlementaire puisse dire que son choix est la règle et doit être la règle pour tout le monde? Bien, je crois que ça chauffe dans la twittosphère, Thierry. Oui, 3 réactions. À Arlon, Jean-Marie rappelle que votre parti a exprimé des doutes quant au bien fondé juridique du texte sur l'euthanasie des mineurs, adopté à la Chambre. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous préciser vos craintes? Un deuxième point, certains aspects d'une campagne électorale ne vous enthousiasment apparemment que modérément, s'afficher sur les panneaux électoraux par exemple, mais, et c'est ce que vous dites, c'est obligatoire dans une société où l'image pèse désormais plus que les mots. Que pensez-vous d'ailleurs par rapport au rôle des médias dans la campagne et principalement du copinage entre politiciens et un trop grand nombre de journalistes? Ce témoignage aussi de Monique de Tubize. Monique est au chômage, son mari l'a quittée et laissée seule avec ses 3 enfants. Ses journées sont donc bien remplies, on l'imagine aisément, avec 3 chérubins à élever. Ménage, organisation familiale, éducation des enfants. J'ai peu de temps, dit-elle, à consacrer à la recherche d'un emploi. En plus, lorsqu'on a presque 50 ans, ce n'est pas simple. Vont-ils vraiment m'expulser du chômage ? La dernière question, vous le savez aussi, nous sommes contre cette technique, encore une fois, massive d'expulsion. Bien sûr, celles et ceux qui ne font pas l'effort de vouloir suivre une formation, d'apprendre un emploi qui est conforme à leur qualification, à mon sens, doivent être sanctionnés. Mais ça veut donc dire, une fois encore, pas de règle générale. Le cas de madame est exemplaire. Effectivement, ma fille a 4 enfants. Si elle devait se retrouver seule, à devoir gérer 4 bambins qui vont de 4 ans à 8 ans, écoutez, c'est difficile, voire impossible d'y consacrer encore une énergie. Donc je crois que une fois encore prendre des mesures qui sont souvent perçues comme vexatoires par un grand nombre, mais qui paraissent être sympathiques parce qu'on dit oui, à la priori tous ceux qui ne sont pas au chômeur sont quasi des fainéants, etc. Arrêtons les simplismes. On ne peut pas travailler dans une logique aussi manichéenne. Et j'en reviens à la deuxième question. Le problème, c'est que les médias sont manichéens. On nous demande des promesses, on nous demande de caricaturer nos débats, on nous demande en 15 secondes d'exprimer notre opinion sur des sujets qui sont sensibles. Les médias n'ont plus le temps de l'analyse, ni en termes de moyens, ni même en termes de volonté. Et puis je viens à la... Et le copinage Le copinage, oui, j'en parle évidemment, le copinage, le FDF ne connaît pas ça. On sait que, en tout cas, les médias officiels, ou voire même les médias de RTL, sont composés suivant des clés politiques entre les grands partis politiques. Oui, ça ne fait pas partie de notre ADN, et ça ne le fera jamais d'ailleurs. Ça n'est pas notre façon de voir, mais c'est ainsi. Et donc, on doit vivre avec ça, même si je trouve ça très critiquable. Et la dernière question, sur l'euthanasie, les craintes que vous avez? Les craintes juridiques, c'est que oui, nous pensons que juridiquement, ce texte est très mal fait. Très mal fait. Et donc, on va créer des conflits plutôt que résoudre des situations. Alors, s'il n'y a qu'un seul conflit, mais quel drame risquons-nous de provoquer par une imprécision de texte juridique? Parce qu'il s'agit quand même, ni plus ni moins, à un moment donné, de la mort de quelqu'un. On a été trop vite en fait. Ce débat était bâclé d'après vous? Tout à fait bâclé, tout à fait bâclé. Et on l'a vu d'ailleurs avec des amendements de dernière minute, non validés par le Conseil d'État, non validés par le corps scientifique et médical, non validés par la société civile. On ne peut pas, on doit prendre le temps dans des matières comme celle-là et ne pas s'improviser législateur. Et vous verrez d'ailleurs que probablement cette législation ne sera pas appliquée parce qu'elle n'est pas applicable. Voilà, le temps passe, il nous reste 7 minutes. Notre dernier thème porte sur la place de la religion dans la société. On a reproché aux catholiques et aux croyants d'avoir manifesté leur opposition aux lois sur l'euthanasie et l'avortement. Pensez-vous que les cathos n'ont pas droit de se mêler au débat politique? Si. Bien entendu, tout le monde a le droit de se mêler au débat politique. Ça fait partie de la société civile. Le FDF est le seul parti à prôner la laïcité politique. La laïcité politique. Parce que ce qui est un des dangers, c'est les nationalismes et les communautarismes. Le repli sur soi,
Oui. Non seulement en fonction de la langue, mais peut-être aussi en fonction des religions. Et on le voit d'ailleurs, l'exploitation de certains partis politiques pour essayer d'attiser telle ou telle communauté avec des jeux électoraux qui pour moi sont inadmissibles, incompréhensibles, voire antidémocratiques. Si on veut lutter contre le communautarisme, il faut des valeurs communes. Il faut des principes qui nous sont communs. Et puis, il y a la sphère privée. Et la sphère privée, c'est la liberté de choix, la liberté de conscience. Mais dans la sphère privée, vous avez la possibilité de vous exprimer comme citoyen, comme catholique, comme musulman, comme laïc, sur le plan philosophique. Oui. Et donc, on ne peut pas reprocher à la morale laïque ou à l'action laïque de donner son point de vue. Heureusement que ce point de vue est exprimé. Et donc, ça montre bien, je dirais, la tension que cela peut provoquer, à la fois de vouloir lutter contre le communautarisme sans donner les moyens. Un des grands dangers, par exemple, c'est est-ce que l'on doit autoriser des signes distinctifs dans les écoles officielles par des repas différenciés? Non. Alors on va dire, voilà les petits juifs, voilà les petits musulmans, voilà tous les autres, puisque voilà, en matière de nourriture, mais on pourra encore dire voilà les végétariens, voilà les végétaliens, peut-être demain les bouddhistes. Ça n'est pas. Si vous commencez à créer ces discriminations, ces distinctions dans les écoles, alors c'est une discrimination ou bien plutôt un respect aussi des convictions? Mais le respect des convictions, oui, bien entendu, mais à l'école, vous ne pouvez, à l'école officielle, je parle à l'école officielle, l'école libre, c'est son choix. Oui, bien sûr. L'école libre, c'est son choix. Mais dans une école officielle, pour moi, il n'est pas acceptable de créer des distinctions. Il y a des distinctions. La seule distinction, c'est le choix d'aller à tel cours de philosophie. Ça, religieuse, musulmane ou autre, ça, c'est un choix. Ça, c'est la seule distinction. Si on commence à le mettre à la piscine, commence à la salle de gymnastique, dans les laboratoires, parce que pour telle et telle raison, à la cantine, etc. Je dis danger. Okay. Justement, vous parlez des cours de religion, donc les FDF souhaitent que le nombre d'heures de cours de religion et de morale soit diminué et fasse place à des cours rassemblant les élèves de toutes les confessions idéologiques. Alors quel serait l'objectif de ce cours? Mais je pense qu'il faut pouvoir mettre aussi les enfants en discussion par rapport à leurs propres convictions, pas pour les endoctriner, mais pour leur montrer aussi la diversité de pensée et leur montrer que ce n'est pas dans le rejet de l'autre qu'on va faire progresser notre société. Et donc aujourd'hui, nous portons des regards de méfiance à l'égard de quiconque ne partage pas sa langue, sa culture ou sa conviction. Et ça, c'est effectivement un des risques de communautarisme. Et la crise économique, hélas, accentue les replis sur soi. Nous devons tout faire pour qu'il y ait des moments où tous ensemble, on puisse réfléchir ensemble sur des socles de valeurs communes, tout en privilégiant, bien entendu, les moments, je dirais, personnel et privé, sera toujours de la responsabilité et heureusement de l'autonomie des individus. C'est la liberté de conscience, la liberté de penser, la liberté de croire et la liberté de pouvoir être pratiquant ou pas pratiquant. Mais avant de dialoguer avec les autres religions, est-ce qu'il n'est pas d'abord important d'approfondir la sienne? Bien sûr, et je pense que c'est le rôle de l'école et c'est le rôle des professeurs, mais c'est surtout le rôle des parents. Ce sont les parents qui sont finalement les grands, qui transmettent l'éducation, qui transmettent les valeurs aux enfants, qui transmettent un certain nombre de convictions. Et les enfants, quand ils sont majeurs, forts de cet héritage, feront peut-être aussi d'autres choix ou approfondiront les choix de leurs parents. Une dernière question, Pascal? Alors, est-ce que vous êtes favorable au maintien d'un seul réseau d'enseignement? Est-ce que la coexistence de deux réseaux, c'est quelque chose qui vous pose problème? Écoutez, on ne va pas rentrer dans la guerre scolaire. Oui, donc, ce qu'on devrait en tout cas faire, c'est n'avoir qu'un seul réseau officiel. On a aujourd'hui le communal, on a le provincial, on a le communautaire, on a même ici à Bruxelles la COCOF. On a parfois 4 réseaux officiels. Si on en avait qu'un seul, on ferait déjà beaucoup d'économies. Thierry, nous arrivons déjà à la fin de cette émission, ça passe vite. Je vois que ça chauffe sur Twitter. À Bruxelles, ville où plusieurs religions se côtoient, comment voyez-vous cette cohabitation? Quelles sont les idées qui devraient favoriser le dialogue? Bref, et là nous sortons un peu du contexte local. Quelles sont vos propositions pour vivre sereinement dans la société de demain? Vous en avez
Vous avez en partie répondu tout à l'heure quand on parlait de l'immigration. Et pour terminer, c'est un copier-coller. L'islam est une religion qui prône l'intolérance. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la carte du monde pour remarquer que les pays où il y a la guerre, l'intolérance, la dictature, la misère, la famine sont de confession musulmane. Vous n'avez pas de modérateur pour filtrer les commentaires sur votre blog ? Ah, je sais pas. Si quelqu'un écrit ça, c'est sur mon blog. Pas sur mon blog, certainement pas. Sur sans doute Facebook, mais comme je suis pas Facebook, il y a un groupe Facebook en dehors de moi. Mais celui qui a écrit ça, c'est faux. L'islam en tant que tel est une religion qui est modérée. Elle l'a prouvé dans son histoire. Mais c'est vrai, c'est une religion aujourd'hui qui est fragmentée, qui n'est pas, il y a plusieurs islams en réalité, et ces tensions entre les islams créent effectivement les intégrismes, et ces intégrismes sont des dangers. Mais si ça a été mis sur ma page Facebook, je vais le faire changer parce que ça n'est pas exact. On ne peut pas avoir le rejet de l'autre ainsi. Il faut avoir le rejet des nationalismes et des intégrismes. En 10 secondes, Dieu pour vous, c'est quoi ? C'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien, Monsieur Gossuin, d'avoir accepté d'abord de répondre à nos questions. Merci à Pascal André et Thierry Grolich, ainsi qu'à l'équipe qui a préparé ce rendez-vous. Merci à Mathieu Argot pour la support technique. Et enfin, lundi, nous recevrons André Dubus pour le CDH. Nous vous souhaitons une bonne journée et vous remercions encore pour votre fidélité.